Nous sommes à environ 6 km de Jabal al-Lawz, en Arabie Saoudite, l'ancienne terre de Madian. Jabal al-Lawz pourrait être le véritable mont Sinaï. Un indice indirect suggérant cette hypothèse est ce cimetière, actuellement fouillé par des archéologues japonais, qui pourrait être celui où environ 3 héros israélites furent enterrés après avoir adoré le veau d'or. Ils y ont été tués. Le mont Sinaï n'était pas censé parler. Mais en 2026, il l'a finalement fait. Pendant des décennies, Jabal al-Lawz est resté silencieux, gardé, soumis à des restrictions d'accès et relégué au rang de simple pic aride parmi d'autres en Arabie Saoudite. Pas de touristes, pas de fouilles, pas de questions. Puis, un drone a tout changé, équipé d'un radar à pénétration de sol de nouvelle génération. Il ne s'est pas contenté de scanner la surface. Elle a traversé la montagne de part en part. Ce qui est revenu n'était ni du bruit, ni une formation géologique aléatoire. C'était une structure, délibérée, conçue, cachée. Sous des couches de roches, les chercheurs ont découvert d'immenses chambres rectangulaires, alignées avec une précision qu'aucune formation naturelle ne pourrait reproduire. Des grilles, des passages, des pièces, tout était profondément enfoui, comme si quelque chose avait été intentionnellement scellé il y a des milliers d'années. Puis vinrent les échantillons. Des matières organiques datant de plus de 3 ans, des traces de bois d'acacia, le même matériau décrit dans les récits anciens de constructions sacrées. Ce n'était plus une coïncidence, mais ce qui mit véritablement un terme à l'enquête fut découvert à près de 12 mètres sous la surface. Un seau en argile cuite, ancien, fragile, inscrit en proto-sinaïtique, le plus ancien alphabet connu, lié aux origines mêmes du langage écrit. Une première traduction suggère une expression glaçante par son implication, le lieu de la voix, ou l'endroit où le mot est descendu. Avant de révéler ce que cela pourrait réellement signifier, aimez et abonnez-vous car ce que vous allez entendre est quelque chose que de nombreuses institutions préféreraient garder enfoui. Car cette montagne ne correspond pas seulement à la géographie, elle correspond aussi à la description. Son emplacement coïncide avec les récits anciens du lieu où Moïse aurait rencontré Dieu, où le feu a touché la pierre, où une voix a énoncé des lois qui ont façonné les civilisations. À seulement 6 km de là, un vaste site funéraire est en cours de fouille, possiblement lié à l'un des événements les plus controversés de l'histoire antique. Pendant des années, cette région a été bouclée, protégée par l'autorité militaire et ignorée par les récits officiels. Mais maintenant, grâce aux relevés sismiques, aux images de drones et aux prélèvements physiques qui convergent tous vers la même conclusion, la question n'est plus de savoir si quelque chose existe, mais pourquoi cela a été caché. La mauvaise montagne. Permettez-moi de vous raconter la plus grande erreur d'interprétation de l'histoire religieuse. Depuis plus de 500 ans, des millions de pèlerins se rendent en Égypte sur une montagne appelée Jabal Moussa. À ses pieds se dresse un célèbre monastère, Sainte Catherine, construit au VIe siècle par l'empereur byzantin Justinien. Chaque jour, des touristes gravissent ces marches antiques, persuadés de marcher sur les traces de Moïse. Les églises l'enseignent, les manuels scolaires le confirment. Le lieu est devenu si emblématique que le remettre en question paraît presque hérétique. Mais voici le problème dont personne ne veut parler. Les preuves ne concordent plus pas, loin de là. La Bible décrit le mont Sinaï comme un lieu de feu et de fumée. Lorsque Dieu y descendit, la montagne s'embrassa, le sol trembla violemment et une épaisse fumée s'éleva, semblable à celle d'une fournaise. Le sommet tout entier était englouti par ce qui ne peut être décrit que comme une fureur volcanique. Maintenant, regardez Jabal Moussa. C'est du granit, solide, stable et géologiquement inerte. Les géologues l'ont exploré sous toutes ses coutures. Il n'y a aucune preuve d'activité volcanique, aucune roche calcinée, aucun dommage thermique et rien qui puisse expliquer les événements cataclysmiques décrits dans l'Exode. Ensuite, il y a le problème de la géographie. Selon le récit biblique, les Israélites traversèrent la mer Rouge et parcoururent une région appelée Madian, avant d'atteindre la montagne de Dieu. Voici un fait concernant Madian que les érudites connaissent depuis des siècles, mais qu'ils ont commodément ignoré. Madian ne se trouvait pas en Égypte. Elle est située à l'est du golfe d'Aqaba, dans ce qui est aujourd'hui le nord-ouest de l'Arabie Saoudite. L'itinéraire décrit dans l'Exode mène directement de la péninsule du Sinaï vers le désert d'Arabie. Alors, comment se fait-il que nous nous soyons retrouvés sur la mauvaise montagne pendant 500 ans? La réponse réside dans la politique, le pouvoir et un monastère très influent. Au IVe siècle, le christianisme venait d'être légalisé dans l'Empire romain. Le pèlerinage devint une obsession.
Les croyants voulaient voir de leurs propres yeux les lieux mentionnés dans les Écritures. Ils exigeaient des preuves, et l'Église se devait de les leur fournir. Aussi, lorsqu'un petit groupe de moines s'installa au pied d'une montagne en Égypte et affirma qu'il s'agissait du Sinaï, personne ne les mit en doute. L'empereur Justinien fit construire un monastère fortifié pour officialiser la chose. Le site accumula richesse, influence et protection politique. Le contesté revenait à contester 15 siècles de tradition, des millions de pèlerins dévoués et l'une des plus anciennes institutions chrétiennes au monde. Les chercheurs ont bâti leur théorie sur l'hypothèse que Jabal Moussa était correct. Ils ont réécrit la géographie. Ils ont ignoré les contradictions. Ils ont refusé de chercher ailleurs jusqu'à ce qu'un drone survole l'Arabie saoudite et découvre ce qui aurait dû être là depuis toujours, le scan interdit. Dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite se dresse une montagne appelée Jabal al-Lawz. Depuis des décennies, un petit groupe de chercheurs soutient qu'il s'agit du véritable mont Sinaï. Sa situation géographique correspond à l'itinéraire biblique et sa géographie est cohérente. Les tribus bédouines locales l'appelaient la montagne de Moïse depuis des générations. Mais personne ne pouvait le prouver car l'Arabie saoudite interdisait toute visite. La région était classée zone interdite. Des installations militaires parsemaient le paysage. Des patrouilles armées gardaient les accès. Les archéologues qui avaient demandé des permis se sont vus refuser l'accès. Les équipes de tournage ont été refoulées au point de contrôle. Les seules preuves qui ont filtré proviennent d'aventuriers qui se sont introduits clandestinement et ont fait sortir en douce des photographies granuleuses avant d'être arrêtés ou expulsés. Le mystère de Jabal al-Lawz était resté enfermé derrière des barbelés et des murs de pierre bureaucratiques. La technologie a tout changé. En 2025, une équipe de recherche privée a conclu un accord avec les autorités saoudiennes. Pas de déploiement de troupes au sol, pas de fouilles. Seulement un drone équipé d'un système de radar à pénétration de sol à antenne, réseau phasé, utilisé par les forces armées pour localiser les bunkers souterrains et les caches d'armes enfouies. Une technologie si puissante qu'elle peut cartographier des structures cachées sous 30 mètres de roches solides et créer des images tridimensionnelles de ce qui se cache en dessous. L'équipe a programmé une trajectoire de vol au-dessus de Jabal al-Lawz, a lancé le drone et a attendu le retour des données. Ce qui est apparu sur leurs écrans a plongé tout le laboratoire dans un silence stupéfait. Le radar a détecté des structures, non pas des grottes naturelles, ni des fissures géologiques, mais des structures artificielles, des chambres rectangulaires disposées en grilles sous la surface, des murs se rejoignant à des angles droits parfaits, des couloirs reliant des pièces selon des agencements qui semblaient planifiés, délibérés et architecturaux. On ne trouve pas d'angle droit dans la nature. L'érosion crée des courbes. Les mouvements tectoniques engendrent le chaos. Pourtant, les analyses ont révélé un ordre qui ne peut provenir que de la construction humaine ou de quelque chose qui dépasse l'entendement. Les relevés de profondeur situaient sur ces chambres à environ 12 mètres sous la surface actuelle, enfouis sous des millénaires de glissements de terrain, d'érosion et de lente accumulation de sable désertique, scellées, intactes et attendant d'être découvertes. Mais le véritable choc résidait dans leur ampleur. Il ne s'agissait pas d'un petit abri ni d'une simple pièce. Le radar a détecté un réseau de chambres s'étendant sur plus de 90 mètres. Si vous dépliez ce complexe à la surface, vous auriez affaire à quelque chose de la taille d'un terrain de football, assez grand pour contenir des milliers de personnes, suffisamment grand pour correspondre à la description biblique de 600 hommes, femmes et enfants rassemblés au pied de la montagne de Dieu. L'équipe a effectué les relevés à 3 reprises. Ils ont vérifié l'absence d'interférence. Ils ont recalibré chaque capteur. Les données ont été confirmées. Quelque chose d'énorme est enfoui sous cette montagne, et ce depuis l'époque de Moïse. La preuve est gravée. L'œuvre est gravée dans la pierre. Les chambres souterraines n'étaient marquées que le début.
Une fois les données radar rendues publiques, les chercheurs ont commencé à examiner d'anciens témoignages de personnes ayant réussi à se rendre à Jabal al-Lawz avant les restrictions. Leurs observations correspondent au récit biblique avec une précision troublante. Commencez par le sommet. La roche au sommet du Jabal al-Lawz est noire. Non pas noire d'érosion, non pas tachée de lichen ou de dépôts minéraux, mais noire brûlée, comme si la pierre elle-même avait été soumise à une chaleur intense. Toutes les autres montagnes de la chaîne environnante sont en granit clair, beige et gris, roche désertique ordinaire. Mais ce pic-là semble avoir été plongé dans une fournaise. Les géologues qui ont analysé des échantillons ont trouvé des preuves de métamorphisme thermique. La roche a été altérée par des températures dépassant un 0 degré Celsius. C'est plus chaud que la lave en fusion. C'est le genre de chaleur que l'on ressent lors d'un incendie catastrophique ou d'une explosion d'une ampleur inimaginable. Le chapitre 19 de l'Exode décrit précisément cela. La montagne brûlait, la fumée montait comme celle d'une fournaise. La montagne entière trembla violemment. Le sommet noirci du Jabal al-Lawz correspond parfaitement à cette description. À présent, dirigez-vous vers le pied du rocher. Là, les explorateurs ont découvert un énorme bloc erratique fendu net en deux. La fissure est lisse, presque chirurgicale. Les deux moitiés sont séparées par un large canal. Le sol environnant présente de fortes traces d'érosion, dues à l'érosion hydrique dans l'une des régions les plus arides de la planète. La Bible décrit Moïse frappant un rocher et l'eau qui en jaillit en quantité suffisante pour abreuver des millions de personnes et tout leur bétail. Le rocher fendu de Jabal al-Lawz correspond à cette histoire. Il n'y a aujourd'hui aucune source d'eau à proximité. L'érosion suggère un écoulement massif et soudain, un phénomène unique et spectaculaire qui s'est ensuite arrêté. Près du pied de la montagne, des chercheurs ont découvert une grande plateforme rocheuse. Il ne s'agit pas d'une formation naturelle. Les pierres sont taillées et empilées intentionnellement. Leurs dimensions correspondent aux descriptions des autels utilisés dans le culte des anciens Israélites. Autour de la plateforme, des ossements d'animaux calcinés ont été découverts. L'analyse chimique a permis de dater certains d'entre eux de la fin de l'âge du bronze, période exacte où l'Exode aurait eu lieu. Le chapitre 24 de l'Exode décrit Moïse construisant un autel au pied de la montagne et y offrant des sacrifices. La plateforme de pierre de Jabal al-Lawz se trouve au bon endroit, date de la bonne époque et porte les traces d'une activité qui y correspond parfaitement. Mais la découverte la plus controversée est sans doute celle des pétroglyphes. Gravés dans la roche près du site, on y voit des images de bétail, notamment des taureaux aux cornes recourbées. Plusieurs sculptures représentent des personnes s'inclinant devant ces animaux. Cela correspond à l'histoire du veau d'or. Pendant que Moïse recevait les commandements sur la montagne, les Israélites, impatients, firent fondre leurs bijoux en or et façonnèrent une idole à vénérer. Moïse descendit, vit ce qu'ils avaient fait et détruisit la montagne. Mais le souvenir demeura. Les peintures rupestres de Jabal al-Lawz suggèrent que ce souvenir fut gravé dans la pierre par les habitants du lieu. On trouve également des bornes frontières. Le chapitre 19 de l'Exode avertit le peuple de ne pas toucher la montagne, sous peine de mort. Moïse a établi des limites pour les tenir à distance. À Jabal al-Lawz, de longues rangées de pierres encerclent le pied du pic. Ce ne sont ni des murs, ni des enclos à bétail. Ce sont des alignements de pierres délimitant un périmètre, une ligne à ne pas franchir. Tout indice en surface converge vers cet endroit. Le sommet brûlé, le rocher fendu, l'autel aux offrandes brûlées, les bornes, les pétroglyphes du veau d'or, toutes concordent avec le récit biblique. Et maintenant, le radar a révélé ce qui se cache en dessous, le silence des sceptiques. Depuis des décennies, les sceptiques utilisent un argument pour réfuter le récit de l'Exode. Où sont les preuves ? Si des millions de personnes ont campé au mont Sinaï pendant près d'un an, où sont les vestiges? Où sont les poteries, les outils, les foyers, les dépôts de déchets? L'absence de preuves matérielles, affirment-ils, prouve que l'Exode n'a jamais eu lieu. Mais les archéologues spécialistes des cultures nomades racontent une toute autre histoire. Les Israélites ne construisaient pas de villes, ils vivaient sous des tentes. Les tentes ne laissent pas de fondation. Elles laissent de petits trous de poteaux qui s'érodent en quelques décennies. Les Israélites se nourrissaient de manne et de pain sans levain. Ils ne produisaient pas de poterie à grande échelle. Les quelques récipients en argile qu'ils transportaient se seraient brisés et dispersés sur des kilomètres de désert. Pendant plus de 3 ans, ces fragments se sont mêlés aux poteries d'innombrables autres groupes nomades empruntant les mêmes couloirs, devenant impossibles à isoler et à identifier.
Les foyers se décomposent. Les cendres s'envolent au vent. Les pierres se dispersent. Après 3 millénaires, même la décoloration du sol disparaît. En milieu désertique, la matière organique disparaît complètement. Les déchets humains, les restes alimentaires, les tissus et le cuir se décomposent. Disparaissent. S'attendre à trouver des traces évidentes en surface d'un campement temporaire vieux de 3,0 ans est scientifiquement irréaliste. Mais voici ce que le radar change. Les preuves ne sont pas manquantes, elles sont enfouies. Les cavités détectées sous Jabal al-Lawz pourraient en être des installations de stockage. Il pourrait s'agir d'abris qui ont ensuite été recouverts par des glissements de terrain et des crues soudaines. Le désert d'Arabie est violent. Une seule tempête peut ensevelir des habitations en une génération. Si les Israélites ont construit quoi que ce soit de permanent au pied de cette montagne, s'ils ont creusé des entrepôts dans la roche ou renforcé des grottes naturelles, ces espaces seraient aujourd'hui souterrains, cachés, scellés et préservés par l'air sec du désert. Le radar révèle des pièces rectangulaires disposées en grille. Il ne s'agit pas de géologie, mais d'architecture, d'une construction délibérée réalisée par l'homme. La profondeur de 12 mètres suggère que ces structures sont enfouies depuis des millénaires, en attendant une technologie suffisamment avancée pour les mettre au jour. Les sceptiques pointent également du doigt les archives égyptiennes. Si l'exode a eu lieu, pourquoi l'Égypte n'en a-t-elle jamais parlé par écrit? Cet argument paraît convaincant jusqu'à ce qu'on comprenne le fonctionnement de la documentation égyptienne. Les pharaons consignaient leur victoire. Ils célébraient leur conquête. Ils ne commémoraient pas leur défaite humiliante. Si un pharaon perdait sa main-d'œuvre, voyait son pays ravagé par les épidémies et son armée engloutie par la mer, il n'immortaliserait jamais cet échec par la pierre. Nous avons des preuves directes que les souverains égyptiens effaçaient les pages embarrassantes de leur histoire. Lorsque les souverains Hyksos furent chassés, leurs noms furent effacés des monuments. Quand Akhenaton tenta de réformer la religion égyptienne, les pharaons suivants détruisirent ses statues et firent disparaître son nom des murs des temples. Si l'Égypte était prête à effacer ses propres rois, elle effacerait sans aucun doute le récit de leur victoire sur un dieu étranger. Le silence des archives égyptiennes ne constitue pas une preuve contre l'exode. C'est précisément ce à quoi on pourrait s'attendre si l'exode avait réellement eu lieu. Que renferme la chambre forte? Nous entrons ici sur un terrain que certains qualifieront de spéculation et d'autres de prophétie, car des chercheurs pensent que ces chambres souterraines pourraient contenir quelque chose de plus important que des poteries et des outils. Ils croient que l'arche d'alliance pourrait être scellée sous cette montagne. Suivons cette logique. L'arche a été construite au mont Sinaï. Le chapitre 25 de l'Exode décrit la construction avec une précision extrême. Un coffre en bois d'acacia recouvert d'or pur. À l'intérieur se trouvaient les tables de pierre portant les 10 commandements. L'arche a voyagé avec les Israélites pendant des siècles. Elle était conservée dans le tabernacle, puis placée dans le temple de Salomon à Jérusalem. Ensuite, elle a disparu. Lorsque les Babyloniens ont détruit le temple en 586 avant notre ère, l'arche avait déjà disparu. Aucun document ne relate sa capture, ni sa destruction. Elle a tout simplement disparu de l'histoire. Pendant 2 ans, on l'a cherchée. Différentes théories la situent en Éthiopie, cachée dans une église, en Égypte, enfouie dans un tombeau secret, et en Israël, scellée sous le mont du Temple. Mais que se passerait-il si elle n'avait jamais quitté le lieu de sa création? Imaginons un instant, le royaume d'Israël s'effondrait, le temple était menacé. Les prêtres devaient protéger l'objet le plus sacré de leur religion, la représentation physique de la présence de Dieu parmi son peuple. Où l'emmèneraient-ils? Certainement pas en Égypte, chez leur ancien ennemi. Non pas vers une ville susceptible de tomber aux mains des envahisseurs, mais vers le seul lieu qu'aucun ennemi n'oserait profaner, la montagne de Dieu. Le mont Sinaï était un lieu sacré, isolé et protégé par des centaines de kilomètres de nature sauvage. Si les prêtres avaient scellé l'arche dans une chambre secrète sous cette montagne, elle serait en sécurité. Elle resterait cachée jusqu'au moment opportun. Le radar a détecté des chambres rectangulaires scellées, creusées dans la roche. Si ces chambres étaient conçues pour protéger quelque chose de précieux, l'arche n'est pas une explication impossible. C'est une possibilité lointaine, une possibilité controversée, mais une possibilité qu'on ne peut écarter. Même sans l'arche, les implications sont stupéfiantes. Quelqu'un a investi énormément de temps, de travail et de ressources pour construire des pièces souterraines au pied d'une montagne aride au milieu du désert d'Arabie.
La seule explication qui concorde avec toutes les preuves est celle écrite dans l'Exode, il y a des milliers d'années. C'est sur cette montagne que Moïse reçut la loi. C'est là que le feu descendit du ciel. C'est là que l'alliance entre Dieu et l'humanité fut scellée, le souvenir sacré. Voici un élément que la plupart des gens ignorent complètement et qui change radicalement notre compréhension de cette découverte. La Bible laisse entendre que le mont Sinaï était déjà sacré avant même que Moïse n'y pose le pied. Réfléchissez-y un instant. Dans le livre de l'Exode, lorsque Moïse rencontre pour la première fois le buisson ardent, Dieu lui dit d'enlever ses sandales car le sol sous ses pieds est saint. Non pas que ce lieu devienne sacré après cette rencontre, non pas que Dieu le sanctifie à cet instant précis, le sol est déjà sacré. Sa sainteté est antérieure à l'arrivée de Moïse. Ce simple détail a des implications considérables. Moïse n'est pas tombé par hasard sur un sommet inconnu dans le désert. Il était attiré par un lieu déjà empreint de spiritualité, une montagne reconnue comme terre sacrée. Mais sacrée pour qui? C'est là que les Madianites entrent en scène. Moïse vivait parmi les Madianites depuis 40 ans avant l'épisode du buisson ardent. Il avait épousé une Madianite nommée Séphora. Son père, Jethro, était prêtre madianite. Moïse avait passé 40 ans immergé dans la culture madianite, gardant des moutons sur leur territoire, apprenant leurs coutumes et s'imprégnant très certainement de leurs traditions religieuses. Si les Madianites considéraient une montagne particulière comme sacrée, Moïse l'aurait su, il en aurait compris la signification. Et lorsque Dieu l'aurait appelé sur cette montagne, il aurait reconnu précisément l'endroit où il était convoqué. Les fouilles archéologiques de la région de Jabal al-Lawz corroborent fortement cette interprétation. Les chercheurs ont découvert d'importants établissements madianites dans les vallées environnantes. Ils ont mis au jour des poteries madianites caractéristiques, ornées de motifs géométriques datant de la fin de l'âge du bronze. Ils ont découvert des sites de fonte du cuivre, où les Madianites traitaient sur le minerai provenant des mines voisines. Ils ont cartographié des preuves de réseaux commerciaux organisés, reliant cette région à l'Égypte, au Levant et au reste du monde antique. Les Madianites n'étaient sûrement pas des nomades primitifs errant sans but dans le désert. C'était un peuple raffiné, avec des territoires établis, des pratiques religieuses et des traditions culturelles remontant à plusieurs générations. Ils connaissaient chaque sommet de leur paysage. Ils auraient attribué une signification aux phénomènes insolites. Et Jabal al-Lawz était profondément insolite. Un sommet noirci dominant des collines voisines aux teintes beige et grises aurait exigé des explications. Un rocher fendu, témoignant de la présence d'eau dans une région aride, aurait inspiré des récits. Les Madianites avaient sans doute développé des traditions autour de ces lieux bien avant l'arrivée des Israélites. La montagne était chargée de souvenirs sacrés avant Moïse, et ces souvenirs tissaient un lien indéfectible entre le passé et le présent. Cette continuité de la mémoire sacrée est d'une importance capitale pour comprendre pourquoi le véritable emplacement a été préservé, tandis qu'un emplacement erroné a été inventé. Les habitants des environs de Jabal al-Lawz en Arabie ne l'ont jamais oublié. De génération en génération, les pères racontaient aux fils, les mères aux filles et les anciens aux enfants. L'histoire de la montagne de Moïse, le lieu d'où descendait le feu, le lieu où Dieu avait parlé. Pour eux, il ne s'agissait pas de théologie abstraite, mais de géographie locale. D'un élément de leur quotidien, ils passèrent devant, ils le montrèrent du doigt. Ils perpétuèrent le souvenir pendant des millénaires grâce à une tradition orale ininterrompue. Pendant ce temps, à 200-400 km de là, en Égypte, des moines byzantins tâtonnaient. Ils n'avaient aucun lien avec la tradition originelle. Ils n'avaient aucun accès à cette mémoire vivante. Ils avaient des textes, des légendes et des motivations politiques, mais il leur manquait le fil conducteur qui les reliait aux événements réels. Lorsqu'ils ont désigné Jabal Moussa et l'ont déclaré Mont Sinaï, ils construisaient une tradition de toutes pièces. Ils inventaient un lieu sacré parce qu'ils avaient besoin qu'il existe, et non parce qu'ils savaient où se trouvait le véritable. Les moines étaient des étrangers, imposant une signification à un paysage qu'ils ne comprenaient pas. Les tribus bédouines proches de Jabal al-Lawz étaient des gardiennes d'un savoir transmis depuis des siècles. Pendant des siècles, les universitaires occidentaux ont rejeté ces traditions bédouines, les qualifiant de folklore ou de superstition. Ils qualifiaient cela de vœux pieux de la part d'habitants du désert illettrés, incapables d'en savoir plus que les érudits diplômés de l'université. Leur arrogance était sidérante. Ces universitaires ont accordé plus de confiance à un monastère construit par des étrangers qu'aux traditions orales perpétuées par les populations qui vivaient dans la région depuis les faits.
Ils ont privilégié l'autorité institutionnelle au détriment du savoir autochtone. Ils supposaient que des documents écrits, rédigés 500 ans plus tard, étaient sans doute plus fiables que les souvenirs oraux transmis sans interruption depuis l'origine. Mais aujourd'hui, le radar confirme que les habitants affirment depuis toujours. Les Bédouins avaient raison. Les universitaires se trompaient. La montagne est bien réelle. Ces chambres sont bien réelles. La mémoire sacrée préservée par des générations d'habitants du désert, rejetée et ignorée par la recherche occidentale pendant des siècles, s'avère être le témoignage le plus précis dont nous disposons. Parfois, les gens au plus près du terrain en savent plus que les experts retranchés dans leur tour d'ivoire. Parfois, la tradition orale recèle plus de vérité que le consensus académique, et parfois, après 3-0 ans, la mémoire trouve enfin sa justification. La question à laquelle nous ne sommes pas prêts. Nous en sommes donc là. Les données sont là. Les tendances sont indéniables. L'équipe de terrain de 2026 a rapporté des échantillons correspondant à la période, au lieu et aux matériaux. Et la montagne a enfin rompu son silence. Sous Jabal al-Lawz repose quelque chose de délibéré, scellé, préservé et qui attend. Cela nous oblige à affronter une question bien plus dangereuse que ce qui se trouve là-dessous. C'est ce qui se passera si nous avons raison. Car dès l'instant où ces chambres seront ouvertes, l'histoire ne se contentera pas d'une simple note de bas de page. Elle se fracturera. Les croyances évoluent, les cartes se transforment. Des récits longtemps considérés comme des légendes exigent d'être réexaminés comme des souvenirs. Le radar nous a montré les contours, non la réponse. Les sondes de 2026 nous ont remis une enveloppe scellée, mais pas le message qu'elle contenait. Et peut-être est-ce intentionnel. La vraie question n'est donc pas de savoir si nous devons creuser, mais si nous sommes préparés à ce que la vérité pourrait exiger de nous une fois que nous l'aurons fait.